Salut tout le monde. Salut Pablo, salut à tous. Salut Et Catherine. à toutes. Et à toutes, exactement. Joyeuse Saint-Valentin, car nous enregistrons... car nous enregistrons cette vidéo le 14 février. Joyeuse Saint-Valentin à tous, les célibataires et les pas célibataires. Les amoureux, les pas amoureux. Exactement, enfin... Donc il faut s'appeler Valentin en fait. Il faut s'appeler Valentin, exactement. Bon, alors, à tous les Valentins, à tous les Valentins, bonne fête. Bonne fête. Petit débrief hebdomadaire, on voulait revenir sur la semaine. On a identifié deux grands sujets. Le premier, c'est bien sûr la continuation des folies trumpiennes, donc à la fois en direction de Gaza, mais aussi là en fin de semaine, il se concentre sur la question ukrainienne. On reviendra sur cette question. Plus les gens de culture aux États-Unis, la presse, la culture, tout ça, c'est bien. Exactement, il commence à tout attaquer. Il est créatif, le monsieur. Hein. C'est ça, exactement. Dans ces 100 jours, il attaque sec. Mais d'abord, on voulait vous parler de la droite, une fois n'est pas coutume, qui est un peu en ébullition en ce moment. Elle fait beaucoup parler d'elle parce que ils vont renouveler la direction de leur parti, les Républicains. Ils vont choisir un nouveau président. C'était, encore maintenant d'ailleurs, Laurent Wauquiez, hein, qui est député actuellement. Et il pensait pouvoir se représenter sans adversaire, sans candidat, ou au moins sans candidat qui le mettrait en difficulté. Sauf que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a décidé d'y aller, fort de sa popularité acquise à son poste de ministre de l'Intérieur depuis maintenant quelques mois, 4 mois. Il s'est dit, bon bah banco, j'y vais. Et effectivement, ça met un peu en péril les projets de Laurent Wauquiez, qui se voyait à nouveau président, puis après qui voulait préparer la présidentielle 2027. Là, ça a un peu de plomb dans l'aile. Toi, comment, Catherine, est-ce que tu lis cette candidature de Bruno Retailleau? Qu'est-ce que tu penses que ces gens, que ce soit d'ailleurs Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, ont à proposer à la France, mais aussi d'abord à leur parti? Laurent Wauquiez, rien. Non mais... Laurent Wauquiez, c'est le dernier qui sait ce que Laurent Wauquiez pense, lève la main, parce que franchement, il est absolument insaisissable. Bon, il est de droite, tout ça c'est d'accord. Enfin, il prend position à peu près sur rien, il est tout le temps en sourdine, et il pense que les choses lui sont dues parce qu'il est grand, beau et magnifique. Non mais sérieux quoi, je veux dire, c'est l'homme qui ne mène pas de combat. Donc Laurent Wauquiez, rien. Laurent Retailleau, Bruno Retailleau, lui c'est quand même nettement plus lisible, son parcours est assez... sa traduction concrète, il a changé de parti. Au départ, il était avec comment il s'appelle, l'autre Vendéen là, avec De Villiers. Il a soutenu François Fillon. Il a un peu évolué dans ses attaches partisanes, je dirais. Mais enfin bon, il est quand même dans une certaine continuité. C'est quelqu'un qui représente véritablement finalement ce qu'il incarne, une droite très libérale, très conservatrice, voire réactionnaire sur tous les sujets, autoritaire, voilà. Bon, c'est un militant, certains parmi vous ont cru que j'étais tombée sous le charme de Retailleau dans la dernière Midinale. Bah oui, non, mais j'ai des commentaires hallucinants, quoi. Sur le dernier débrief, c'était un festival. De gens qui pensaient que ça y est, j'allais me baquer avec Retailleau parce que j'avais dit que c'était un homme de conviction. Enfin, c'est à la fois un hommage et ça ne dit pas que je suis d'accord avec ses convictions, s'il vous plaît. Donc je le maintiens. C'est quelqu'un qui a des convictions, qui est engagé sur cette ligne-là, grâce à qui la réforme des retraites est passée. C'est quand même lui qui a mobilisé les sénateurs pour ce faire. Et qui s'engage sur tous les combats pro-life, de négation, contre toutes les évolutions de la société d'aujourd'hui, à tout point de vue, hein, sur la façon d'éduquer, sur l'éducation, la place des jeunes, la place des étrangers, des immigrés, des homosexuels, des trans, etc. etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Donc, il est très, très conservateur, mais il a des convictions
qui peuvent apparaître à une partie de l'électorat de droite comme une planche de salut pour de nouveau exister. Parce qu'en fait, au fond, c'est quoi le problème de Retailleau et de la droite? C'est ils se sont fait manger par la Macronie et là, ils cherchent comment exister en tant que parti plus réactionnaire que Macron, encore que maintenant Gabriel Attal, finalement, est pas mal, quoi. Il s'y met dessus, hein. Puis Darmanin aussi, il est un peu sur le coup, là. Parce que je veux dire, les héros de la Macronie sont un peu sur le... à pied d'œuvre pour essayer de, eux aussi, prendre un électorat droitisé, qu'ils s'imaginent droitisé. Moi, ce que je crois, c'est que le problème, c'est qu'en fait, ils ont tous la même question, c'est... la Macronie s'effondre, l'extrême droite est en force et attractive, et ils essayent de retrouver un espace et de reconstruire un espace politique pour essayer de se remettre dans le jeu. Bon, on sait que les LR, ils ont fait 4,7% à l'élection législative au mois de juin. C'est pas beaucoup. Et là, ils se sentent pousser des ailes, mais enfin, c'est totalement... moi, je crois que c'est d'une totale artificialité. Retailleau ne représente en aucune façon la France d'aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense que vraiment, Retailleau, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'effectivement, il est fort d'une popularité assez importante, hein. Je veux dire, tous les sondages d'opinion et les études là où ils disent qui est la personnalité politique française la plus populaire, il est toujours dans le top 3 ou dans le top 2. Pour autant, effectivement, ils n'ont pas réussi aujourd'hui à reformuler ou même à formuler tout court un projet pour la France qui arrive à se distinguer de l'héritage macroniste dans lequel de facto aujourd'hui, y compris LR s'inscrit, puisqu'ils font un gouvernement commun et que... faut-il le rappeler, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis maintenant 8 ans. Et d'un autre côté, l'extrême droite qui semble largement les inspirer. Parce que moi, c'est ça aussi le problème, c'est que aujourd'hui, au fond, tu te dis c'est un libéral et c'est un conservateur. Aujourd'hui, il n'est pas très loin de Zemmour, hein, pour moi. Il est sur. D'ailleurs, Marion Maréchal, dans une interview cette semaine, a dit Bruno Retailleau, moi je suis assez d'accord avec tout ce qu'il raconte, et d'ailleurs, il devrait nous rejoindre. C'est-à-dire que elle l'a appelé du pied. Non, moi j'aimerais revenir sur le caractère libéral et conservateur sur toutes les évolutions sociétales de la France. En vérité, il ne le dit plus. Enfin, il n'est plus tellement dans ce registre-là. C'est pas ça qui a permis en fait sa popularité. Ce qui a permis sa popularité, c'est qu'il est devenu ministre des OQTF. Voilà. Et il dit pique-pende de l'immigration, il dit pique-pende des mineurs délinquants, etc. C'est tout. Je veux dire, c'est pas parce que c'est un libéral que les gens l'adorent aujourd'hui. Enfin, beaucoup de Français l'adorent. Et c'est le problème. C'est-à-dire que tu ne peux pas être vouloir être président de la République, car on sait que c'est ça qu'il pense en se rasant. Tu ne peux pas vouloir être président de la République juste en incarnant l'ordre policier ou en faisant une proposition pour la France qui soit uniquement basée sur la sécurité, vue au sens la sécurité publique dans l'espace public. Enfin, je veux dire, pas la sécurité sociale. Et ça, c'est un problème. Et je rappelais cette semaine... C'est un problème pour eux, quoi. C'est un problème pour eux, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de projet. Ils en sont pas sortis. Voilà. Et il y a ce vieil adage qui dit « Ah oui, mais ministre de l'Intérieur, c'est un super tremplin pour devenir président de la République. » Et puis, le cas d'école, c'est Nicolas Sarkozy, qui a été ministre de l'Intérieur, puis qui a gagné la présidentielle. Sauf que Nicolas Sarkozy, à partir de 2005, il était effectivement ministre de l'Intérieur, mais il a commencé à formuler en fait une proposition qui dépassait juste le paramètre de son ministère de la police, enfin d'être le super flic de France. Il a dit gagner plus, travailler plus pour gagner plus. C'était ça sa proposition pour la France. Et force est de constater que ça a réussi dans une certaine mesure. Il y avait aussi l'aspect ordre public, etc., son obsession de l'autorité, de la sécurité, de l'ordre, machin, mais c'était une de ses jambes. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils pensent que juste en incarnant l'ordre policier, ça va suffire, ils vont pouvoir être président de la République. Moi, je pense effectivement que c'est n'importe quoi. Et surtout,
le jour où il y aura une élection présidentielle, si tant est que Bruno Retailleau soit le candidat de la droite, il y aura quand même un candidat d'extrême droite venu du Rassemblement national, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et alors là, je ne vois pas pourquoi les Français qui ont envie d'un ordre policier très dur, pourquoi est-ce qu'ils iraient voter Bruno Retailleau alors qu'il y a Marine Le Pen en face? Ils iront voter Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, c'est absolument certain. D'ailleurs, quand tu regardes les sondages d'opinion, et sa cote de popularité, où est-ce qu'il surperforme? Dans l'électorat de Marine Le Pen. Mais l'électorat de Marine Le Pen, c'est pas parce qu'ils disent ouais, il est pas mal Retailleau qu'ils iront voter pour lui. Donc je pense que c'est une impasse, mais totale. Sauf s'ils arrivent à faire une chose, c'était ce matin sur le plateau de BFM, une journaliste du JDD moi j'ai avancé ses arguments et elle m'a répondu non. En fait, sa problématique, sa façon d'aborder l'ordre, il peut le décliner dans les différents endroits de la société, il peut le décliner sur les comptes publics, il peut le décliner sur... Ah oui, mais en fait... Elle avançait ça, en fait c'est une piste de travail plus qu'une réalité de ce qu'aujourd'hui incarne Bruno Retailleau. Sauf que pour ça, va falloir qu'il travaille et pour l'instant on n'a pas vraiment l'impression, c'est un peu comme tu disais Wauquiez, il n'a rien à proposer. C'est vrai que Wauquiez, je me demande ce qu'il a foutu à la présidence des LR depuis maintenant X années. Je ne sais pas ce qu'il fait ce monsieur. Non, mais il passe son temps à chercher un parapluie, c'est-à-dire il avait mis en place Ciotti pour lui chauffer l'arrivée sur la présidentielle. Ciotti est parti. Enfin, non, mais franchement, il est vraiment... c'est un fa inutile. Mais ce que je voulais dire sur Retailleau, c'est que véritablement, je pense que tout à l'heure, je faisais le parallèle avec Zemmour, il est moins excité que Zemmour, il est moins... clashant comme ça que Zemmour. Enfin, véritablement, il a la même fonction politique que Zemmour, c'est-à-dire qu'en fait, il valide, il acclimate les idées de Marine Le Pen, il les rend acceptables auprès d'une bourgeoisie notamment qui jusqu'à présent ne les avait pas achetées. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de diffuser l'idéologie d'extrême droite au sein d'un électorat qui, pour l'instant, avait quand même plutôt résisté, notamment l'électorat que l'on voit dans les centres-villes, en Vendée, en Bretagne. Et je pense que véritablement, il a cette fonction, la fonction idéologique. Le deuxième point que je voulais dire, j'étais tout à fait d'accord avec toi sur le fait que Retailleau, il est essentiellement ministre de l'Intérieur. Le problème qu'il a aussi, c'est qu'en fait, il transforme tout le monde en ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire maintenant, on ne sait plus combien on a de ministres de l'Intérieur au gouvernement. C'est-à-dire, c'est un gouvernement le ministre de l'Intérieur. Tout le monde ne parle que de ça. Donc, et même des députés ministres de l'Intérieur, Jean-Gabriel Attal. Voilà, tout le monde est ministre de l'Intérieur désormais. Et donc, tout le monde veut remettre de l'ordre. Et troisième petite remarque, c'est que Pécresse avait déjà eu comme slogan dans sa campagne « Remettre de l'ordre dans la rue et dans les comptes publics ». Bon, ça lui a fait quoi? Un petit 4,3, 5, 7, je ne sais plus, mais en tout cas en dessous de 5. Ce que je veux dire, c'est que... comme tu le dis, d'une part, l'extrême droite a déjà occupé le terrain de l'ordre et donc je ne crois pas que Retailleau fasse l'affaire, surtout dans un moment trumpien où il y a quand même une espèce d'outrance et de virilisme qui n'est pas exactement la texture de Retailleau. Donc je pense que Marine Le Pen, ça fait beaucoup mieux l'affaire que Retailleau. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, les Français savent bien quand même que tout ne va pas se résoudre comme ça. Quand on est face à des problèmes d'une complexité très grande, aussi bien à l'échelle internationale que dans le pays, la question du travail, de l'école, des services publics, etc., dire qu'on va mettre de l'ordre, pardon, mais ça ne fait pas la rue Michel, comme tu dis souvent. Non, je suis quand même d'accord. Et juste un petit point, c'est que la différence entre Retailleau et des gens d'extrême droite, effectivement, ils ont à peu près le même discours. Et tu dis qu'il va chercher les bourgeois, et je pense que c'est tout à fait juste. Mais aussi, il transforme en action un discours. Et il dit, regardez, et c'est en ça qu'il acclimate aussi. Il prétend transformer en action. Alors exactement, mais c'est toute l'ambiguïté en fait de son poste aujourd'hui. C'est qu'il passe son temps à
se prendre en fait des déculottés de la part des autres pouvoirs, parce qu'effectivement lui il représente le pouvoir exécutif en tant que ministre de l'Intérieur, mais en fait il y a d'autres pouvoirs, et notamment le pouvoir judiciaire qui met des stops en fait à ce qu'il raconte. On pense notamment aux affaires vis-à-vis de l'Algérie avec cet influenceur qu'il a voulu renvoyer, mais en fait il avait outrepassé toutes les procédures judiciaires, et même c'est lui qui communiquait, on se demandait pourquoi il communiquait. Et puis c'est la même chose sur... Alors il dit ouais, moi je vais appliquer toutes les OQTF, etc. Alors lorsqu'il le dit, il est ministre de l'Intérieur, donc on se dit ok, quand même ça doit être assis en fait sur une possibilité réelle d'action. En vérité, non, pas du tout. Enfin, je veux dire, il est confronté au même problème en fait que tous les ministres de l'Intérieur un peu fachos qu'il y avait avant lui. C'est-à-dire qu'il veut renvoyer tout le monde chez eux, mais bon, quand les pays veulent pas, c'est bloqué. Et la dernière chose, c'est sur les questions de sécurité. Alors là, il voit bien en fait la difficulté, parce que c'est très drôle. Ce matin, donc sur BFM, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, mais ancien ministre de l'Intérieur, vient appuyer... Ministre de l'Intérieur bis, exactement. Vient appuyer la proposition de Gabriel Attal pour plus de fermeté vis-à-vis de la délinquance, et notamment des mineurs délinquants. Il est malin d'ailleurs, Gérald Darmanin, parce qu'il se dit, tiens, le Gabriel Attal, il est député, donc je vais lui voler sa loi, parce qu'effectivement, à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal, il sera là, mais au Sénat, il n'y aura plus que le petit Gérald Darmanin qui pourra défendre la loi. Donc je me dis, genre, il veut récupérer le boulot de Gabriel Attal. Ce que propose Gérald, ils font plein de propositions, mais jamais, et notamment il y a cette proposition qui est géniale, de dire, ouais, il faut beaucoup plus de gens dans la rue. Parce que, genre, le problème, c'est les trafics de bleus dans la rue, exactement. Des gens avec des képis qui n'existent plus. Exactement. Mais il le développe, et Gabriel Attal et Gérald Darmanin, en disant ce n'est pas possible que, genre, en gros, si on met des flics qui patrouillent sur les points de deal, il n'y a plus de points de deal. Ok. Et donc ce matin, il y avait un magistrat qui était le patron de l'union syndicale des magistrats qui disait je veux bien, mais pour l'instant, ils n'ont pas augmenté le budget donc de la police ou de rien du tout. Donc en fait, de quoi ils parlent? C'est-à-dire qu'ils font une proposition de dire on va mettre des bleus partout sans augmenter en fait les effectifs de la police, sans recréer cette police de proximité qui avait été détruite par Nicolas Sarkozy. Enfin donc du coup, ça n'a aucun sens. Ce ne sont vraiment que des mots creux, genre pour dire on montre nos gros bras et vous allez voir, on va les mater, etc. Mais derrière, il n'y a rien qui est mis en place. De la même manière sur les propositions de réforme de la justice en matière de justice des mineurs, mais rien du tout. Enfin, je veux dire, ils disent ouais, on va être pire, on va être pire. Mais enfin, il n'y a pas assez de places de prison, il n'y a pas de place il n'y a pas assez de centres de privation de liberté pour les mineurs. Il faut en créer d'autres. Donc le juge, il y avait aussi Evelyne Sirmarin, qui est une magistrate, qui disait moi je veux bien les mettre dans des centres d'enfermement, c'est les jeunes qui ont violé ou qui ont commis des crimes lourds. Elle dit c'est tout à fait normal. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de place. On est déjà et on peut pas mettre un mineur dans des établissements ou dans surpopulation. On le fait pour les adultes, mais pour les mineurs c'est absolument impossible. Donc c'est complètement contradictoire. Donc tant qu'il n'y aura pas une augmentation du budget à cet endroit-là, tout ça ce ne sont que des mots. Mais ils misent sur le fait qu'ils ont des positions exécutives pour dire, vous voyez, ils mélangent en fait le discours et l'action. En fait, en faisant comme si l'un était l'autre. Exactement. Ce qui fait, à mon avis, en fait va leur revenir en boomerang. Exactement. Parce qu'en fait, notamment de l'extrême droite. Oui, voilà. Vous racontez, nous on va faire. Exactement. Quel est votre bilan, Monsieur Darmanin, Monsieur Retailleau, donnez-nous des chiffres. Ça, c'est le dernier, petit truc que je voulais dire, au-delà de la guerre qui se prépare chez les Républicains, c'est la question globalement de ce qui va se passer à droite. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Édouard Philippe, lui, il est bien campé dans sa position de chouchou des sondages, donc il y croit. Gabriel Attal, d'être le leader du parti macroniste, premier parti de la droite New Look. Les LR, ils vont se mettre sur la tête pour savoir qui va représenter les LR, mais ça ne veut pas dire que ça... représenter les LR, ça n'est pas représenter, je dirais, un rassemblement de toutes les sensibilités de la droite. Et puis tu as Xavier Bertrand.
en embuscade. T'as Xavier qui est Bertrand toujours là depuis 15 ans. Lui qui est membre des LR. T'as plutôt Darmanin qui est lui qui est entre les LR et les macronistes, enfin qui est chez les macronistes mais qui flirte avec les LR. Bref. En passant que des hommes blancs. Non. Ouais, mais qui reste. Ce que je veux dire, je me rappelle de la phrase de Michel Barnier qui avait dit ou bien on arrive à s'allier avoir un candidat, ou bien ça sera Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon au second tour. Et je pense que cette question, elle est absolument... Ils font semblant que ça joue entre Darmanin, entre Retailleau et Wauquiez. Ils font semblant que c'est ça l'enjeu, mais non, quoi. Je veux dire, pour l'instant, ils ne sont absolument pas prêts d'approcher, pour les raisons fondamentales qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont rien à dire d'intéressant pour la France et qu'ils sont aux affaires et qu'ils ont le bilan d'Emmanuel Macron qui leur collera au godasse de toute façon. C'est pour ça que Wauquiez, c'est le seul moment où il a eu un chouïa d'intelligence, mais qui était quand même moyen, puisqu'il n'est pas allé au bout de sa réflexion. Lui, il était plutôt pas très favorable à ce que les LR rentrent au gouvernement, parce qu'il voyait bien que ça voulait dire prendre sur soi le bilan pas très brillant de M. Le Maire, qui lui-même vient des LR. Il avait fait 2,5% à la dernière primaire des LR. Donc, ce n'était pas très brillant comme résultat. Mais enfin, néanmoins, il est devenu ministre de l'économie à la suite de ce résultat médiocre. Mais il est quand même de cette famille-là. Darmanin, la même. Enfin, je veux dire, le nombre de gens qui constituent la structure du parti macroniste depuis 2017 et qui viennent des Républicains, ça fait qu'ils ont du mal à se désolidariser du bilan de Macron. Et le bilan de Macron, franchement, ça ne va pas être joyeux à porter en 2027. Ça va être l'alali, quoi. Donc, ils ont besoin d'être unis, ils ont besoin de se défaire du bilan de Macron et ils ont besoin d'avoir quelque chose à dire. Bon, de tout ça, pour l'instant, on n'y est pas, quoi. Et tu as d'autant plus raison que dans l'interview de Darmanin sur RMC avec Apolline de Malherbe, il a avancé, il a bien vu qu'il y avait un problème de genre qu'est-ce que c'est la droite, il faut qu'on ait un candidat unique, etc. Ah, il dit ça, qu'il faut un candidat unique? Non, il ne le dit pas, mais il dit qu'il faut une primaire. Ce qui veut dire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se départage. De quel périmètre? Alors voilà, et c'est ça, donc Apolline de Malherbe a essayé de tirer là-dessus, mais il n'a pas voulu s'avancer, tu vois. Il dit une primaire de la droite. Est-ce que dans la primaire de la droite, il compte Gabriel Attal, par exemple? Oui, c'est ça. Genre, au moins, ça aurait la vertu de clarifier les choses. Exactement. Mais c'est ça, sa proposition. C'est-à-dire qu'il voit bien qu'il y a un enjeu à ce niveau-là d'avoir un candidat commun pour ça. Et après, juste un dernier point, mais c'est plutôt une ouverture. C'est le premier, parce que là, donc, on est dans la guerre entre Wauquiez et Bruno Retailleau. Le premier test, toi qui m'en parlais tout à l'heure, c'est Richard Ferrand. Qui a été proposé par Emmanuel Macron pour présider le Conseil constitutionnel. Donc Richard Ferrand qui a perdu en 2022 les élections législatives après avoir été président de l'Assemblée nationale, qui a eu les déboires judiciaires que l'on connaît, notamment liés à l'affaire des mutuelles de Bretagne. Alors, il y a eu un non-lieu parce que la justice a considéré que les faits étaient prescrits. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il a été innocenté, je le rappelle. Et donc, il y a des tirs de barrage. En fait, on pensait que... Alors, juste pour vous dire comment ça se passe, c'est Macron qui propose. Et derrière, il y a deux auditions, l'une au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale, devant les commissions idoines. Commission des lois, non ? Commission des lois, exactement. Et ensuite, il y a un vote à la fin de ces commissions. Et on se perfectionne en droit constit. En droit constit, exactement. Et ensuite, s'il y a 3/5 des sénateurs et des députés qui votent contre la candidature de Richard Ferrand, eh bien, Emmanuel Macron est obligé d'en proposer un autre, ou une autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celui qui mène la bataille et qui essaye de faire que Richard Ferrand ne soit pas président du Conseil constitutionnel, c'est Laurent Wauquiez. Parce qu'il a bien décidé de faire la nique à le socle commun. Et en fait, Bruno Retailleau se retrouve dans une position un peu délicate parce que
évidemment, Richard Ferrand n'est pas de son parti politique, n'est même pas de son bord politique. D'ailleurs, Wauquiez dit ah, c'est un socialiste, vous allez voter pour un socialiste à la tête à la présidence du Conseil constitutionnel. Bruno Retailleau lui dit rien, mais en vérité, ça serait un affront. Si Richard Ferrand était rejeté par les commissions, ça serait un affront pour l'ensemble du gouvernement, pour Emmanuel Macron en premier lieu, bien évidemment, mais aussi pour l'ensemble du socle commun. Et ça veut dire qu'ils n'auront pas réussi à trouver une majorité qui les comprend, en fait, qui comprend ce socle commun. Ce serait surtout une victoire pour Wauquiez. Ce serait une victoire pour Wauquiez, exactement. Et en ce moment, ça serait important que Wauquiez remporte dans l'affaire qui les occupe. Voilà. Il remporterait une victoire symbolique. C'est-à-dire qu'il aurait été capable, par son influence, de contredire une décision extrêmement importante, puisque la décision de qui va présider le Conseil constitutionnel n'est vraiment pas une décision secondaire. J'imagine que vous tous qui écoutez le débrief, vous êtes assez informés politiquement des enjeux de la présidence du Conseil constitutionnel. Pendant 9 ans. Tu présides le ans. Conseil pendant 9 ans. Et c'est pas honorifique en fait. Hein. C'est toi qui décides à qui tu donnes la mission d'examiner la constitutionnalité d'une loi. Donc tu répartis les lois entre les membres du Conseil constitutionnel et... tu es garant des élections, voilà, avec les enjeux avec Marine Le Pen et tout. Il y a des garant des élections et notamment là, moi je ne l'ai pas encore lu, mais ça sera pour mon week-end. Il y a un tract qui est sorti chez Gallimard, vous savez, c'est des petits livrets qui font 40 pages, qui détaillent les 100 jours de Marine Le Pen, ce qu'elle a prévu de faire si elle arrivait, c'est l'équivalent du camarade Trump. Via l'article 11. Voilà, et donc notamment la remise en cause des limites portées au référendum, de façon à pouvoir introduire dans le référendum tout un arsenal de lois, de dispositions en faveur de la préférence nationale, contre le droit du sol, pour le droit du sang et contre le droit du sol. Elle a une série de propositions qu'elle entend faire passer par référendum dans les 100 premiers jours. Et donc, est-ce que ce référendum est conforme à la Constitution ou pas? C'est le président du Conseil constitutionnel qui en décidera. Et c'est l'argument de Wauquiez. Wauquiez dit, on ne va quand même pas laisser un socialiste contraire à toutes nos idées, notamment sur les affaires d'immigration et de référendum sur l'immigration, qui est devenu maintenant une revendication des LR. Donc, il se range d'une certaine manière derrière Marine Le Pen sur ce sujet, et on ne va pas laisser un socialiste à la direction. Donc, en fait, il montre bien l'enjeu politique de l'affaire. 2, en effet, il met dans l'embarras Retailleau, puisqu'il dit à Retailleau, toi, tu vas aller soutenir un socialiste contre ce que tu défends et ce que tu portes. Et 3, dernier point, ça serait donc une dégelée pour Macron s'il était battu. Il faudrait aussi qu'il soit battu, mais que la suite de l'histoire soit pas pire que celle-là. Ce que je veux dire, moi, je n'estime pas spécialement Richard Ferrand. Ça serait bien que la conséquence de ça ne soit pas un type ultra pourri à la place pour pouvoir avoir les bonnes grâces des LR, de l'extrême droite, etc. Voilà, je dis pas qu'il faut Elle n'est pas devenue amoureuse de Richard Ferrand. Non plus. Pas d'Emmanuel Macron. Après Retailleau, il n'y a pas Richard Ferrand dans mon cœur. Mais ce que je veux dire juste, c'est que les batailles, il faut aussi les mener pour ne pas avoir la réponse d'après plus défavorable à la réponse actuelle. À ce propos, il paraît que, j'ai lu un article sur les propositions du groupe communiste sur les critères pour la désignation au Conseil constitutionnel. On en fera un papier d'un regard. Moi, j'ai trouvé ça franchement intéressant ce qu'ils proposent, parce qu'ils ne sont pas sur le registre de la dépolitisation du Conseil constitutionnel. Donc, ils ne disent pas qu'il ne faut pas que ce soit des gens politiques, ils ne disent pas que ce doit être simplement des magistrats, etc. Mais en revanche, ils sont pour le découpler des enjeux partisans. Et ça, ils font un certain nombre de propositions que je trouve intéressantes à regarder, et qui, compte tenu de ce qui va se passer là, et peut-être dans 3 ans, si Marine Le Pen était, mais ce n'est pas fait, je ne le crois pas en fait, à ce stade qu'elle sera élue, voilà l'importance d'avoir un Conseil constitutionnel solide sur le fond et sur la forme. Deuxième sujet, Donald Trump.
qui continue de faire des siennes, j'allais dire outre-Atlantique, mais non en fait, parce que genre, il fait ça partout dans le monde. Donc il en a remis une couche sur Gaza en début de semaine. Réaffirmant qu'il fallait absolument et le plus rapidement possible transformer ça en Riviera française, donc en Côte d'Azur quoi. C'est ça son modèle. Alors, au départ, dans sa proposition, moi j'avais écouté la conférence de presse et comment il répondait aux journalistes. Il avait dit oui, donc bon, dans un premier temps, effectivement, pour pouvoir reconstruire, il faut enlever les Gazaouis, donc ils vont aller dans les pays limitrophes, puis après, tout le monde pourra revenir, et puis ça sera forcément génial. Ça, c'est dans un premier temps. Puis alors, dans un deuxième temps, il a dit oui, mais en fait, non, ils ne reviendront pas. En fait, faut qu'ils dégagent, sous-entendant qu'en fait, ce n'était pas leur terre. Enfin, je veux dire, là, il se met orthogonalement, en fait, à toute une construction, mais on l'a déjà dit, de la conception de l'autodétermination des peuples, la possibilité à des peuples d'avoir une terre, à toute l'histoire, en fait, de la lutte du peuple palestinien pour revendiquer un État palestinien qui avait été prévu dès la création de l'État d'Israël et la partition en 1948. Alors, tout ça à poubelle, et on va les dégager, on va faire une Riviera, et on va faire des grands complexes trop beaux qui ressembleront à la Riviera française, mais en fait, quand il parle, j'ai plutôt l'impression que ça ressemblait à Miami, mais enfin... Ou à Costa Brava. Ou à la Costa Brava, voilà. Et, le pire de la Costa Brava des années 60. Voilà. Et... je sais pas, peut-être que tu as quelque chose à en dire, mais moi, juste d'abord, parce qu'on a fait une newsletter là-dessus, abonnez-vous, c'est gratuit et quotidien. On a fait une newsletter là-dessus qui était signée par Loïc Leclerc, et en gros, la force en fait de Donald Trump, qui est absolument terrible, c'est qu'il fait une proposition en fait. Il fait une proposition de reconstruction de Gaza qui est catastrophique. Alors, encore une fois, moi je suis pas amoureux de Donald Trump, hein, et c'est vraiment ouais, voilà, c'est ça. Bonne épreuve. J'en suis. Mais c'est vrai que ça a peu de chances de voir le jour. Hein. D'ailleurs, l'administration américaine, dès le lendemain de sa proposition, commençait à reculer et à dire non, mais attendez, on va pas envoyer des soldats là-bas pour virer les Gazaouis, parce que eux ils imaginent déjà que ça va retomber comme l'Afghanistan ou l'Irak et qu'ils vont perdre des soldats américains, ce qui est absolument catastrophique pour tous les présidents américains. Donc ils sont tous, mais il dit voilà, moi je vous propose ça, on va tout aplanir. Il était assez d'ailleurs imagé, hein, il dit on va tout aplanir parce qu'il y a des gravats, donc on va tout aplanir et puis on va reconstruire par-dessus. Bon, il fait une proposition qui aujourd'hui dans le champ politique mondial a une proposition à faire pour l'après. Ce qui est en train de se passer actuellement à Gaza, à l'après-massacre, à l'après-génocide. Pas grand monde. Pas grand monde, en tout cas, qui a la voix qui porte aussi loin et aussi fort que celle de Donald Trump, hélas. Oui, c'est vrai que là, en ce moment, ce qu'on entend, c'est plutôt des gens qui disent l'impossibilité d'aboutir à la solution par la création d'un État palestinien. Moi, je continue de penser qu'il n'y a pas d'autre solution véritablement, finalement, que cette création d'un État distinct et clairement séparé pour que les haines s'éteignent et que chacun puisse se reconstruire et que les Palestiniens se retrouvent dans leur unité et leur dignité. En tout cas, le scepticisme est très grand compte tenu du peu de soutien international dont il dispose, hein, même pas la France. Enfin, je veux dire, il y a quelques pays européens, encore une fois, qui ont reconnu l'État de Palestine. Enfin, il y en a quand même pas mal à l'ONU, mais je dirais je crois qu'ils ont été reconnus quand même par 70 pays, je crois, à l'ONU, l'État de Palestine. Mais enfin, il faudrait avoir un acte fondateur beaucoup plus fort, et notamment par l'Union européenne qui le reconnaisse et lui donne à ce titre une place dans le dispositif international, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui me semble, c'est que pour l'instant, il y a la Ligue arabe qui paraît vouloir tenir.
en disant qu'il est hors de question d'accepter une proposition qui serait ni plus ni moins que du nettoyage ethnique, hein, c'est-à-dire on dégage les Palestiniens de leurs terres et on prend leurs terres. Je crois que c'est Elias Sambar qui faisait une remarque, ancien ambassadeur des Palestiniens à l'ONU, qui disait les Palestiniens sont menacés de rentrer dans la cohorte de quelques peuples qui n'ont pas d'État, comme les Kurdes et les Tibétains. Voilà les deux autres peuples dont il parlait. Pour l'instant, moi je vois que la Ligue arabe qui a l'air de dire quelque chose, mais Trump est bien décidé à leur mettre une méga pression via les aides qu'il donne au développement et à l'existence de la Jordanie et de l'Égypte. Et donc il se fait fort de les faire plier. Par la force, comme d'habitude. Voilà, c'est ça, par la menace et par la force. Dans la newsletter, ce qu'on disait, et c'est un petit point sur lequel je voulais insister par cohérence avec ce qu'on avait pu dire également sur Mayotte, on insistait sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de projet d'avenir qui se fasse sans les Palestiniens, comme il ne pouvait pas y avoir de projet sans les Mahorais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas raser les bidonvilles à Mayotte, et on ne peut pas reconstruire sans les Palestiniens avec les gravats qui sont sur place. Parce que si on a l'idée que ce qu'il faut, c'est faire table rase, dégager toutes les destructions qui jonchent le sol, et que c'est à partir de là qu'on va pouvoir reconstruire un monde nouveau, eh bien alors il faut dégager les Palestiniens. Donc il faut prendre acte de l'existence de ces démolitions en Palestine et de ces tôles ondulées qui se sont arrachées à Mayotte, et repartir avec les Palestiniens, avec les Mahorais et avec les matériaux qui existent sur place, et faire avec eux dans le temps. Ça veut dire aussi qu'il faut se donner du temps. Ça ne se fera pas en 2 temps, 3 mouvements. Il faut du temps, il faut de l'investissement de tous, et que ces hommes et ces femmes dans ces territoires soient associés en première ligne, c'est-à-dire qu'on fasse avec. Et je crois que toute idée qu'on peut s'en remettre à des États pour l'avenir de nos sociétés, je pense qu'on ferait bien d'y faire un petit peu gaffe, parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne tourne pas très bien du côté des États. Donc il faut des sociétés plus fortes, qui prennent confiance en elles et qui fassent. Et en l'occurrence, les Palestiniens c'est un peuple de constructeurs, et c'est avec eux qu'il faut reconstruire Gaza, et pas avoir des rêves de modernité, de nouveauté qui n'ont absolument aucun sens. Il faut faire à partir de la réalité telle qu'elle est, et pas de tabula rasa. Moi, j'aimerais juste faire un petit parallèle sur, qui dit beaucoup d'ailleurs du mode d'action de Donald Trump. Lorsque il envisage un nettoyage ethnique de la bande de Gaza pour le reconstruire sans faire absolument aucun cas des Palestiniens qui vivent sur ce territoire, eh bien en fait il pense exactement la même chose, et on est en train de le voir, là on est en fin de semaine, et il y a un sommet à Munich sur la question ukrainienne, et en fait on se rend compte que Donald Trump pense exactement la même chose de l'Ukraine. C'est-à-dire que là il est en train de sceller un deal avec Vladimir Poutine, donc le russe, sans aucunement, en excluant du champ de réflexion, alors les Européens, alors que c'est sur le territoire européen que tout ça se passe, mais surtout les Ukrainiens. C'est-à-dire que Zelensky a passé la semaine en fait à dire attendez, là il y a des trucs qui sont en train de se passer, moi je suis même pas au courant, on me met pas au courant entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et lui est rejeté, en fait, on l'a mis sur un strapontin, et on lui a dit attends, les grands décident là, et à la fin on t'obligera, puisque on sait là encore la menace qui pèse sur Volodymyr Zelensky par Donald Trump, hein, qui lui dit aussi je vais te couper les aides, je vais te couper l'aide militaire, et si les États-Unis coupent l'aide militaire, ils représentent quand même 3 ou 4 fois plus que tous les Européens réunis, hein, l'aide militaire américaine. Zelensky n'aura plus les moyens de défendre l'Ukraine. Donc il est hyper dépendant des États-Unis, et donc Donald Trump va jouer de ça pour
penser une solution que lui va imaginer comme étant la fin de l'histoire et la fin du conflit sans les Ukrainiens. C'est une vision qui est absolument catastrophique. Je voudrais juste dire un dernier point sur le rôle des Européens en fait dans cette histoire. Sur Gaza et sur la Palestine, ils sont absolument en dessous du niveau de la mer. Enfin, je veux dire totalement absents, aux abonnés absents. Je veux dire, c'est pathétique en fait. Genre comme les Européens n'ont absolument rien à dire. L'Union européenne ou même les différents pays. Je veux dire, à part l'Espagne qui a fait quelques mouvements il y a un an, ou depuis rien. Ils sont alignés, ils sont dans une position attentiste en fait de ce qui se passe. Ils ont peur, exactement. Tout le monde est intimidé, tout le monde a la trouille. Et en plus, ils ont peur de deux choses. De leurs opinions publiques, de leur population et des États-Unis. Tout le monde a la trouille des États-Unis et ne veut pas se confronter à cette puissance économique et militaire de front. Mais sur la question ukrainienne aussi, je veux dire, c'est dans un édito de Libé qui date de vendredi, où il mettait très bien ça en avant. Les Américains, les Européens ont pensé depuis 2022, en gros, ils ont augmenté leurs dépenses militaires. En imaginant que si Donald Trump revenait au pouvoir, il allait se désengager progressivement de l'OTAN, et donc il fallait qu'il construise cette Europe de la défense. Ils l'ont fait en achetant, alors à 63%, on achète tous les produits liés à notre armement européen aux Américains. Et ils se sont dit, bon bah c'est super, comme on les achète, vraiment, on est obligé de rester potes, quoi. On est obligé de rester... Sauf que Donald Trump, il en a rien à foutre. Enfin, je veux dire, certes, on achète 63% des armes européennes aux Américains, mais Donald Trump, il est là, genre, je m'en fous complètement. Et donc là, en discutant directement avec Vladimir Poutine, en oubliant, en mettant de côté l'Ukraine, en fait, il dit aussi, le parapluie de défense américain, vous les Européens, là, vous pouvez le mettre là où je pense, genre c'est fini, je ne vous défendrai plus. Et donc se pose une question, mais du coup dans des temporalités qui sont vraiment raccourcies, on dit souvent en ce moment l'histoire s'accélère, mais elle s'accélère aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui, l'Europe n'a pas les moyens en fait de sa défense. Elle compte beaucoup sur l'allié américain. Si demain les Américains... En l'occurrence, sur un sujet comme ça, je ne vois pas comment peut-on parler de l'Europe. Oui, mais je suis complètement... Non, mais franchement, je veux dire, il y a une expression de Macron qui m'horripile, c'est quand il est là avec son « en européen ». Je ne sais pas si tu as remarqué, toute la Macronie parle en européen. Je veux dire, qui parle comme ça, c'est vraiment des tics de langage épouvantables, mais qui n'a aucun sens. Ouais. Mais je veux dire, en européen, mais ça n'existe pas. Ouais. Je veux dire, quel est notre rapport, quelle est notre vision du monde avec Giorgia Meloni qui essaie d'être la mieux placée des Européens auprès de Trump et de Musk. Enfin, je veux dire, c'est Orban et toute la bande là qui était en Espagne le week-end dernier qui s'affichait avec Make Europe Great Again. Non mais franchement, je veux dire, ils sont en train de tous passer alliance avec le pouvoir de Trump. Et ce sont des gens qui sont au pouvoir ou prêts à conquérir le pouvoir ou très influents dans leur propre pays. Donc ça n'existe pas en européen. Oui, je suis complètement d'accord. Mais du coup, il va falloir quand même réfléchir, alors que ça ne soit pas au niveau européen, mais peut-être au niveau national, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire de ne plus avoir la défense américaine? Surtout, ce que je pense, c'est qu'avant de savoir si c'est en européen, il faut savoir de quoi on veut parler, de qu'est-ce que l'on veut défendre. Moi, l'espèce de discours lénifiant de Macron à propos du sommet de l'IA le week-end dernier, début de semaine, où il expliquait qu'en européen, on voulait une IA inclusive et humaniste. Mais attends, mais mon gars, mais de quoi tu parles? Je veux dire, en quoi tu as jamais été inclusif et humaniste? Donc je ne sais pas ce que tu dis, et en plus, je ne vois pas comment tu peux prétendre que ces valeurs-là sont partagées aujourd'hui par les Européens. Donc faisons des projets, essayons de voir autour de ces projets comment on peut faire des alliances, et qui ne sont peut-être pas des alliances en européen. Il y a peut-être des alliances qui peuvent se nouer avec des pays européens, certains, avec des pays non européens, certains aussi. Enfin, je veux dire, ces alliances-là, moi je ne vois pas comment, aujourd'hui, on peut continuer de mettre la politique sous la table. Et le discours en européen est un discours
apolitique. C'est-à-dire qu'il fait fi qui tient compte d'une chose, c'est la géographie c'est pas rien, mais qui ne tient pas compte du fait que le destin de ce continent-là, il n'est pas écrit et qu'il s'élabore, se dessine et se décide, et là, et puis pas simplement d'une autre chose qui est très importante, c'est la taille critique du marché que représente cette Europe vis-à-vis notamment de la Chine et des États-Unis. C'est-à-dire que nous avons une taille critique de marché, c'est absolument cynique, hein, mais c'est comme ça qu'ils le voient, c'est ça qu'ils disent. C'est économiquement, on pèse autant, sauf que tu as raison, à l'intérieur, il y a des dynamiques qui sont complètement et puis économiquement, on pèse autant, mais je regrette, l'Afrique ou le Moyen-Orient, ça pèse beaucoup démographiquement, ça pèse beaucoup en perspective et en devenir. Enfin, je veux dire, c'est cette façon de penser simplement à partir de ce marché unique européen me paraît absolument catastrophique, parce qu'elle occulte le fait qu'il faut avoir un projet et que sans ça on est simplement à essayer d'être le premier de la classe parmi les serviles de la Trumpisation. Non, voilà. Donc, et vraiment j'attends que Macron, alors bon, il a fait 2-3 fois, il a dit des choses assez justes sur notamment le projet de la French Riviera à Gaza. Il a dit à Trump non mais ça ne va pas la tête. Ça arrive que Macron dise des choses. D'abord, il les dit de manière erratique, il ne les dit pas de manière constante. Et par contre, ce qu'on attend, c'est que se formule, alors ce n'est pas forcément à Emmanuel Macron que je le demande, mais que se formule un point de vue et une vision du monde dans lequel il y a un projet pour notre pays, mais qui soit un projet possiblement d'alliance plus large que simplement la France. La France n'a pas la taille pour... et puis c'est pas la bonne échelle. Par contre, moi je trouve déplorable ce qui se passe avec l'Algérie. Catastrophique. Franchement, je veux dire, l'Algérie, c'est quand même un pays avec lequel on a des histoires et on pourrait avoir une relation qui permette de construire un pays. Avec toute l'Afrique, d'une certaine façon, la France peut nouer des alliances sur la base d'un projet respectueux. On en est très très loin. Hein. J'aimerais juste pour conclure dire un mot en fait sur l'Ukraine, parce que en vérité, là, ce qu'est en train de faire Trump en négociant directement avec Poutine, moi, ça résonne avec la proposition, qui était une proposition d'Emmanuel Macron, mais il n'est pas allé très loin, mais aussi de Bertrand Badi, le professeur de relations internationales à Sciences Po, au début de la guerre en Ukraine, qui était de dire on va faire une grande conférence sur la sécurité en Europe, et dans laquelle on va mettre tous les acteurs autour de la table. Cette proposition, lorsque Macron l'avait faite, pas quand Bertrand l'avait faite, hein, Bertrand tout le monde s'en foutait, mais hélas, alors qu'il ne faut jamais se foutre de ce que raconte Bertrand Badi, c'est toujours très intéressant, tout le monde avait dit « mais c'est scandaleux, Macron veut discuter avec l'ennemi poutinien, c'est pas possible, il peut pas ». Et donc finalement, ça avait un peu avorté. Il y avait une conférence, je crois, en Suisse, en Autriche, de la sécurité, mais ça avait pas été beaucoup plus loin. Or, ce qu'on est en train de voir, c'est que Trump, comment est-ce qu'il entend arrêter le conflit? En discutant avec Vladimir Poutine. Et je pense qu'il n'en pense pas moins, Donald Trump, vis-à-vis de Poutine. C'est-à-dire qu'il considère aussi que c'est un ennemi. En plus, c'est historique, l'opposition entre la Russie et les États-Unis, etc. Ils se retrouvent peut-être sur le virilisme, etc. Mais sinon, ils ont deux histoires qui sont complètement différentes. Et je pense qu'ils se considèrent comme des adversaires, mais il va discuter avec lui. Et sans penser aux Européens. Et je pense que cette conférence sur la sécurité, sur les frontières européennes, aurait dû avoir lieu il y a 2 ans pour commencer à poser les premiers jalons d'une paix possible. Et ça n'a jamais vu le jour, parce qu'on a considéré qu'on devait les traiter comme des ennemis, ce qu'ils sont. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, avec les ennemis, au bout d'un moment, il faut aussi faire il faut aussi engager des discussions si on veut envisager une paix. Donc voilà, donc maintenant, voilà, les Européens, et y compris les Ukrainiens, sont exclus du processus de résolution du conflit, et
qui est un processus en fait de capitulation de l'Ukraine devant les volontés de Poutine. Hein. Il est à peu près certain que va y avoir un plan de partage et Poutine va dire « Ok, je veux bien te laisser, je sais pas, une partie de la région de Zaporizhzhia et puis une partie de la région de je sais pas quoi, mais je récupère tout le reste. » Et donc ce sera une défaite, une capitulation pour les Ukrainiens. Moi je pense que ça sera mon dernier mot parce qu'on a été long là, mais en fait si on regarde comment Trump fonctionne, c'est vraiment devenu un système oligarchique, c'est-à-dire c'est vraiment une intrication très grande entre les multimilliardaires, le pouvoir de l'argent et l'État séparé de la démocratie. Il y a un très bon documentaire en ce moment sur Arte qui porte sur les oligarques et Poutine, qu'on a vraiment des éléments tout à fait similaires et on a la même chose avec Modi. À qui Macron, en Inde, le Premier ministre de l'Inde, à qui Macron a fait tous les ronds de jambes qu'il pouvait, sans jamais émettre la moindre distance par rapport à la pratique fascistoïde aussi de Modi, raciste, violente et corrompue. Et je crois que pour Trump, le monde, c'est le monde des grands dirigeants de grands empires. Enfin, tu vois, lui, il se prend l'Amérique. Alors, il hésite entre Modi et comment il s'appelle le Premier ministre chinois, Xi Jinping. Donc il y a Modi et Xi Jinping qui sont deux potentiels grands dirigeants de l'Asie. Et puis sur le continent européen, Vladimir Poutine, ça fait très bien l'affaire. Je crois que véritablement, il voit le monde comme de vastes empires régionaux pilotés par des hommes d'affaires multimilliardaires qui font du business et que la politique doit être à leur service. Et c'est ça qu'il fait aux États-Unis et c'est ça que fait Poutine en Russie et c'est ça que fait Modi en Inde. Je pense que c'est un peu plus compliqué pour la Chine de le dire littéralement, mais c'est pas très très loin non plus. Donc voilà, tout ça, c'est des grandes organisations régionales qui sont en train de se mettre en place et que je sais pas comment Trump considère Poutine, mais je pense qu'il le considère comme un alter ego, quoi, comme comme les autres, quoi, tu vois. C'est ça sa vision du monde qui est tout à fait choquante pour nous dès l'instant que l'on pense que la démocratie ça compte, qu'il n'y a pas que l'argent et que, enfin voilà quoi. Bon bref. Bref, on n'est pas dans la merde. Allez, au Lakers, à la semaine prochaine. Salut.